Bienvenue à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous pour cette émission avec Judith sur YouTube Première de France 24 et toutes les plateformes de podcast. Mes invités reviennent sur leur parcours, les changements dans leur vie, les circonstances de ces changements et leurs conséquences. Bonjour Emily Boum. Bonjour Judith. Vous êtes une écrivaine franco-camerounaise, autrice de 5 romans dont Le clan des femmes aux éditions de l'Harmattan. Et puis, de votre dernier ouvrage, Le rêve du pêcheur, en poche ou aux éditions chez Gallimard. Et vous êtes lauréate du Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 2015 et pour Le rêve du pêcheur du Prix littéraire des Sciences Po, du Grand Prix Afrique du Salon du livre africain et du Prix des 5 continents de la francophonie. Mais avant de commencer notre entretien, vous vouliez revenir sur ce qui se passe aux États-Unis avec ICE, la police fédérale de l'immigration. Alors revenir sur ICE, c'est un peu compliqué et en même temps c'est tellement simple, ça c'est déjà tellement vu que des personnes, à un moment ou à un autre, des personnes arrivent chez des gens et cassent leurs portes pour entrer ou ils les arrêtent dans la rue en fonction de la couleur de leur peau ou en fonction de leur accent en leur disant vous n'êtes pas d'ici, vous n'appartenez pas, quel que soit le temps que vous avez mis. Aujourd'hui, en France ou en Europe, on parle de la Gestapo, mais c'est toutes les milices. C'est aussi les chasseurs d'esclaves, c'est aussi le Ku Klux Klan, c'est aussi toutes les formes que dans l'histoire a pris le suprémacisme blanc à dire à un moment aux gens, vous n'appartenez pas à cet endroit. D'une part, on peut vous mettre dehors, mais aussi dans le même mouvement, parce que le suprémacisme blanc va avec le colonialisme, dans le même mouvement, nous pouvons nous emparer de vos terres. Nous pouvons aussi venir déstabiliser vos pays si nous en avons besoin et si les richesses nous intéressent. Ce désordre, cette violence et cette brutalité imposée dans le monde aujourd'hui, alors qu'on a manqué de vigilance, on croyait que c'était terminé et que ça ne revenait plus. Là, aujourd'hui, le fait que ça revienne, c'est aussi une prise de conscience que jamais ça s'arrêtera. Jamais. Pas si on ne prend pas sérieusement les choses en main. Et c'est ce que disait le Premier ministre canadien dans son discours à Davos. Ce n'est pas une crise. Là, ce n'est pas un hasard. Ce qui est en train d'arriver, ce qui se passe aux États-Unis, c'est le symptôme d'une série de crises qui ont été ignorées et qui aujourd'hui arrivent à leur acmé de brutalité et de violence et de non-respect total. Et la poétesse américaine Renée Good de Oui. 37 ans, qui observait le comportement de cette police, a été tuée. Et pire, le président américain Donald Trump, il défend le tueur et il accuse la victime. Exactement. C'est comment on nomme, comment cette femme qui est blanche, les couleurs de peau sont tellement importantes aux États-Unis, c'est la patrie aujourd'hui qui défend le plus cette idée du suprémacisme blanc et de sa violence, mais on le sait aussi que ça vient avec l'extrême droite. Si on laisse l'extrême droite s'installer comme elle est en train de s'installer, ça s'est déjà vu, c'est une histoire qui se répète, hein. Ça peut arriver encore ici aussi. Alors venons-en à notre entretien qui est consacré au changement dans la vie. Vous avez fait des études d'anthropologie à Yaoundé, au Cameroun, et puis changement, des études de commerce international à Lille et à Paris. Alors finalement, comment êtes-vous devenue écrivaine ? La question de l'écriture n'est pas liée aux études, elle est liée à la lecture. Je suis venue à l'écriture directement par la lecture, parce que ça fait partie de ma vie, lire. Je ne me souviens pas d'une époque de ma vie où je ne savais pas lire. Et je lisais aussi parce que je viens d'une famille africaine très aimante, camerounaise très aimante, mais avec des parents assez conservateurs et regardants. Et le seul endroit où on ne venait pas me chercher, c'était dans les livres. En fait, mes parents ne se renseignaient pas sur ce que je lisais, on ne me posait pas la question. Donc c'était pour moi un endroit de liberté absolue. Et cette liberté-là, aussi parce que je grandissais à Douala et que j'avais pas tout cet univers de... Les écrivains sont des personnes extrêmement importantes et respectables et que tout le monde ne peut pas devenir écrivain. Au fur et à mesure que je lisais, moi je me disais, mais moi aussi j'ai tellement envie de raconter mon histoire. Ma rue, mes amis, ma famille, je trouvais que nos histoires étaient extrêmement romanesques. L'écriture est liée à ça. Dans votre livre Le clan des femmes, vous racontez l'histoire de votre grand-mère Sarah, qui vous a élevé au Cameroun jusqu'à l'âge de 3 ans. Vous la faites parler et vous dites « Sarah, c'est un prénom qui lui ressemble ». Que voulez-vous dire par là ? C'est un prénom qui
qui lui ressemble parce qu'il ressemble à son histoire. Ma grand-mère a eu son premier enfant qui était mon père très tard dans sa vie, après un long cheminement de désir d'enfant inassouvi et toute la souffrance que ça peut apporter dans la vie d'une femme. Et c'était assez miraculeux finalement, cet enfant qui est venu au moment où elle avait renoncé et qu'elle lâchait prise. Et c'est aussi pour ça que le prénom de Sarah m'a semblé lui correspondre. Mais pourquoi exactement? Parce que dans l'histoire, dans la Genèse, la Oui. Sarah d'Abraham a aussi cette histoire de maternité contrariée et, d'enfants qui arrivent tard, comme, de façon un peu miraculeuse dans la vie. Alors, votre grand-mère, elle a connu la tradition patriarcale polygame. À l'âge de 9 ans, elle a été mariée à un vieux qui avait 15 épouses. Et plus tard, elle a formé un couple amoureux avec celui qui est devenu votre grand-père. Donc, en 3 générations, tout cela a beaucoup changé. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui des relations hommes-femmes au Cameroun? Euh, je pense que c'est quelque chose, les relations de couple, la façon de faire famille et les liens qui peuvent se créer, je pense que c'est quelque chose qui continue encore aujourd'hui au Cameroun de se mettre en place et de se travailler. Les sociétés précoloniales sont des sociétés où la polygamie avait cours, mais aussi où les femmes avaient un pouvoir total et assez essentialisé, dû simplement au fait qu'elles sont des femmes. Donc il y a quelque chose qui a bougé au moment de la colonisation avec les religions et le code civil qui font que tout d'un coup il y a une seule façon de faire famille qui était pyramidale. Le père, donc l'homme au-dessus et la femme en dessous et les enfants encore plus bas. Et cette façon pyramidale n'est pas forcément naturelle. Elle n'est pas forcément quelque chose qui vient profondément des sociétés précoloniales. Donc entre ce qui était là, ce qui s'est imposé par la loi, par la religion, etc., et la façon moderne de faire famille, je crois qu'encore aujourd'hui, il y a des arbitrages. Il y a, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la place des femmes? Moi, je viens d'une société où toutes les femmes travaillent. Je veux dire, quand on vient de sociétés plutôt, comment dire, plutôt sobres, je n'aime pas dire pauvre, parce que c'est pas la même chose qu'être pauvre. Tout le monde prend sa place dans le travail. Tout le monde prend sa place dans la famille. En fait, il y a pas de place, il n'y a pas de cadre pour une version pyramidale et totale de la famille. Donc, chez moi, toutes les femmes travaillent. Toutes les femmes ont leur mot à dire, ont un espace où elles existent. La non-mixité radicale est une organisation normale de toutes les communautés, que ce soit au bureau, à l'église, dans la famille, dans le quartier. Cette façon de s'organiser séparément puis ensemble fait totalement partie de la société. Alors oui, il y a des arbitrages encore. Il y a des choses qui restent fragiles. Par exemple, quand on se marie, il y a des arbitrages? Ah oui, quand on se marie aujourd'hui, le code civil camerounais pose encore la question polygamie ou monogamie. Le couple doit choisir à ce moment-là. En général, la décision est prise avant. Oui. Donc là, quand ils arrivent devant le maire, en général, le couple part de la même voie. Soit c'est polygamie, soit c'est monogamie. Mais il y a aussi des dissensions qui vont se faire à ce moment-là, que la femme dise monogamie et l'homme polygamie. Et le mariage ne se fait pas. C'est-à-dire, la voix du couple, la voix des deux est entendue d'égale façon. Et rien que l'existence de ce choix fait qu'il y a de moins en moins de mariages polygamiques dans un pays comme le Cameroun. En tout cas, on voit que votre grand-mère, dans le livre, elle vous a beaucoup influencé. Oui, ah oui, non, mais c'est quelqu'un que je pense qu'elle m'a influencée. Elle fait partie d'une longue lignée de femmes charismatiques et intelligentes et malignes qui ont vraiment très très fort inspiré ma façon de concevoir ma relation aux femmes. Moi, je dis toujours que j'ai des grands-fils, je suis mariée, donc j'ai des frères, j'ai beaucoup de respect pour les hommes de mon entourage qui sont d'une grande bienveillance, mais j'ai très souvent été consolée par le même. J'ai très souvent trouvé consolation et j'ai été rassurée et j'ai été portée par les femmes. Dans vos livres, Le clan des femmes et Le rêve du pêcheur, vous montrez que la parentalité africaine n'est pas d'abord biologique, mais sociale, c'est-à-dire relationnelle, affective, éducative.
Et pour le développement des enfants, l'existence de ces grandes familles, on a l'impression que c'est une chance. En tout cas, c'est le signe que la communauté fait attention. La communauté est vigilante dans la façon dont le noyau familial est respectueux des uns et des autres. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul face au drame, on n'est pas seul face à la violence, on n'est pas seul face à la maladie. Voilà, il y a quelque chose qui s'organise de l'ordre de la communauté. Après, c'est pas du tout un système que je pars de toutes les qualités. La violence, elle vient toujours s'insérer. La famille, qu'elle soit polygame ou monogame, qu'elle soit dans une société communautaire ou dans une société plus individuelle, la famille, très souvent, elle est aussi le commencement, la source de tant de choses qui peuvent être déplorables et blessantes et qui vont venir influencer notre rapport au monde et à l'autre. Mais vous montrez bien que les relations entre les membres des différentes générations et au sein de chaque génération étaient à l'époque, en tout cas, très codifiées, avec des traditions, des rites que chacun doit respecter. On ne fait pas n'importe quoi. Et donc c'était un carcan oppresseur pour les femmes, mais quelque part aussi protecteur. Les codifications existent encore, elles n'ont pas la même... elles n'ont pas le même poids, évidemment. Elles sont évidemment discutées tout le temps, elles sont remises en cause. Mais les codes existent encore. Et les codes ont pour objectif, à la base, de protéger le lien et de protéger la fragilité des uns et des autres et d'une certaine façon de faire à ce que le pouvoir ne soit pas détenu de façon unilatérale par une personne. Mais les codes aussi peuvent être bouleversés, les codes aussi peuvent être... Évoluer. Oui, ils peuvent évoluer, ils peuvent évoluer pour le meilleur et pour le pire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne voudrais pas, ce serait faux de décrire une société idéale dans laquelle la violence est conjurée. Ce n'est pas le cas. Et c'est rarement suffisant une organisation sociale pour venir protéger. Mais le lien existe pour ça. Il existe d'abord pour protéger la communauté et la communauté a besoin pour fonctionner que les individus soient pris. Et donc observe et respecte voilà, les règles intrinsèques. Et respecte le lien. Et en cas de conflit ou d'événements graves, eh ben on a recours aux sorciers, les Nganga, vous dites dans le rêve du pêcheur, qui étaient aussi des guérisseurs en fait, ou des sages, c'est ça? Oui, et j'en parle de façon assez tranquille parce que c'est aussi des savoirs qui, tout au long de notre histoire, ont été totalement disqualifiés parce que c'est des pratiques de sauvages et que voilà. Mais moi, il y a toute une partie de ma famille qui est guérisseuse, qui a cette espèce de spiritualité. Donc, pour moi aussi, ça vient de là. Dans ma famille, il n'était pas du tout exclu quand on était petit et qu'il y avait des événements importants que ma mère aille consulter les guérisseurs de sa famille et qu'en revenant, on s'arrête à l'église pour la messe d'action de grâce. Pour nous, ça a toujours été quelque chose de très fluide et c'est une façon de fonctionner dont je parle dans mes livres parce qu'elle m'est naturelle. Oui, parce que par exemple, par rapport à Zacharias, qui est donc le grand-père dans le livre du rêve du pêcheur, il va prendre le sorcier prend la vengeance sur lui. C'est ça. Il lui dit, je te débarrasse de la malédiction, je te débarrasse de ta vengeance, tu peux continuer de vivre ta vie. Parce qu'il s'agit bien sûr de soigner le mal dont souffre la personne, mais sans oublier jamais qu'il faut aussi protéger la communauté. Voilà, ça apporte une régulation bien sûr, aussi, ça apporte en fait. une régulation, exactement. Et d'ailleurs, quand Zach revient dans le village, quand Zach, le petit-fils de Zacharias, voilà, revient dans le village où il retrouve ses racines, ce même Ganga qui était en lien avec son grand-père fait une espèce d'invocation de tous les ancêtres de sa famille pour apporter la bénédiction à ses filles. Oui. Voilà. Et il y a quelque chose comme ça qui est du Dora et Nelly. Oui, voilà. Les filles de Zach. C'est ça.
Il y a 3 générations, la vie dans les villages camerounais, vous l'avez dit, était frugale, simple, sans confort, mais sans pauvreté. Et les villageois, ils vivaient de l'agriculture et de la pêche. Les progrès techniques qui ont été apportés par les Blancs, ils ont amené le confort, l'électricité, vous parlez d'un four dans votre livre, mais également une augmentation considérable de la productivité. Et ça a entraîné la destruction d'emplois et de métiers traditionnels. Et c'est la pêche industrielle des chalutiers qui tue la pêche des piroguiers. Oui. Et ça s'est passé non seulement en Afrique, mais dans beaucoup de pays en fait. Est-ce que c'est pour ça que votre votre livre, Le rêve du pêcheur, a eu un écho international? Bah, quand j'ai passé quelque temps à Saint-Brieuc, et donc j'avais des rencontres dans diverses médiathèques, et quand je parlais avec les pêcheurs bretons, Breton? j'avais l'impression qu'on allait tous sortir pour aller faire la révolution, tellement on était En phase. en phase par rapport à moi, ce que je racontais sur le Cameroun. Donc je pense que cette expérience du capitalisme finalement, qui va venir absolument profondément bouleverser la façon dont les gens vivent, elle est assez, elle appartient totalement à notre temps. Mm. Et ce qui arrive à Zacharias dans ce village de Campo est arrivé 1000 fois dans le monde. C'est-à-dire que quand on voit Zacharias partir dans cette grande passion, dans ce grand, avoir tellement envie des changements que lui offre la coopérative, nous, en tant que lecteurs, on sait déjà. Oui. On a déjà cette expérience, elle fait partie de notre histoire. On sait les conséquences. On sait les conséquences. Et lui, il ne sait pas. Quelque part, on a un savoir, une préscience que lui, il n'a pas Même à ce si son moment-là. épouse Yalana le met en garde. Elle le met en garde. Après, c'est très particulier parce que ce qui touche Yalana, ce à quoi elle réagit, c'est les changements dans son intimité. Mm. C'est parce qu'elle n'arrive pas à reconnaître son homme, c'est parce que quelque part, le cocon qu'elle a si soigneusement construit pour ses filles et pour son mari va voler en éclats sans qu'elle ne puisse. C'est ça qui lui met la puce à l'oreille. Mais parce qu'à ce moment-là, elle non plus n'a aucun moyen de savoir que la promesse est fallacieuse, Ouais. que la promesse de progrès est fallacieuse. Elle voit simplement ce qui change chez son mari et les répercussions que ça a dans sa famille. Et c'est ça qui l'alarme. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour l'agriculture, en fait, Oui. avec la ferme des 1000 vaches, les poulaillers en C'est batterie. ça. Oui. Voilà. L'exploitation des mers et de la terre, le développement industriel, puis l'expansion du tourisme n'ont pas seulement bouleversé les conditions matérielles de la vie, mais aussi la culture et les valeurs traditionnelles. Et c'est donc un autre rapport à la nature, un autre rapport au temps, que vous décrivez bien, avec moins d'égalité, il y a moins de solidarité. Et qu'est-ce qu'il en est, comment ça se passe aujourd'hui au Cameroun? Bah, il n'y a rien de ce qui se passe dans le reste du monde qui épargne le Cameroun. La question des solidarités et la question des inégalités est tout aussi prégnante là-bas qu'elle est ici. Et j'insiste beaucoup, je ne suis pas en train de comparer un temps idéal, une époque idéale avec ce qui se fera aujourd'hui. Je n'ai rien contre le progrès. Je n'ai rien contre l'amélioration des conditions de vie. Ce que j'explique dans ce livre, c'est que quand il y a des choses qui viennent de l'extérieur et dont on n'a pas la capacité de saisir clairement toutes les nuances et toute la complexité, dont on n'a pas la capacité de saisir les calculs sous-jacents, vient percuter le groupe d'une façon tellement violente et brutale on sait à ce moment-là qu'on ne reviendra plus en arrière. Ouais. Il y a quelque chose là qui va être détruit pour de bon, pour toujours. Et il va falloir construire autre chose. Quelle que soit la qualité de cette chose, on garde en mémoire la brutalité de son avènement. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le film chinois de Wang Meng, Le temps des moissons, qui est sorti récemment. Ah, bah, j'irai le voir, j'ai pas vu. Cette colonisation à la fois productiviste et destructrice, c'est ça. Elle s'est faite quand même avec l'adhésion d'une partie de la population et également l'accord de certains responsables autochtones. Et bien ça, sûr. Vous le montrez aussi dans Le rêve du pêcheur. Bah, comment résister? Je veux dire, elle ne peut se faire que dans un double mouvement de séduction et de brutalité.
Ça, c'est totalement factuel. Je veux dire, moi, je vous ai dit, je viens d'une famille, mes parents sont la première génération après l'indépendance. Et chez moi, on parlait français à la maison. Oh, c'était comme ça. J'ai appris à parler mes langues avec mes grands-mères. Mes parents font partie de cette génération de Camerounais et d'Africains qui tenaient absolument à ce que leurs enfants parlent le français le plus clair et le plus net possible. Donc le français, c'est ma langue depuis toujours, en fait. Mais il faut aussi se poser la question de qu'est-ce que ça signifie pour une maman de chanter des berceuses dans une langue qui n'est pas la sienne. Ça dit le pouvoir de séduction. Et ça dit aussi dans quoi on veut inscrire dans ce progrès. C'est ailleurs, c'est cette chose qui arrive et qui a déjà fait le travail de disqualification de tout ce qu'il y avait avant. Le progrès est forcément ailleurs, il est forcément différent, il est forcément dans d'autres choses. Alors oui, bien sûr, on l'accepte. Et on l'accepte même en toute bonne foi. Et du coup, votre grand-mère, alors, elle vous parlait avec Oui. un dialecte, elle, Oui, camerounais? oui, oui, oui. Ma grand-mère, voilà, mes langues maternelles me viennent de mes grands-mères. Mes langues maternelles et paternelles d'ailleurs, me viennent de mes grands-mères. Dans votre livre, Le rêve du pêcheur, toujours, vous insistez sur le fait que vivre pleinement au présent et se projeter dans l'avenir, ça suppose d'avoir un passé vivant. Expliquez-nous. Oui. Je lisais, je digresse un peu, je lisais un livre sur la langue chinoise et où il était expliqué qu'en fait, en Occident ou dans le français, on a tendance à présenter l'avenir devant et le passé derrière. Et en chinois, le passé est devant. Parce qu'on l'a déjà vécu, on l'a en face, et l'avenir est derrière, parce que c'est un temps qu'on ne connaît pas. Et cette façon de faire face à son passé, je trouve, pour habiter son présent, je trouve ça tellement, comment dire, logique, finalement. Pour moi, c'est quelque chose qui... l'idée qu'on ne peut évidemment pas tourner le dos, l'idée qu'on porte, ce qu'on porte, on le porte comme son ADN, on le porte comme une histoire, consciemment ou inconsciemment, on porte tout ce qui s'y inscrit et qu'on ne peut tellement pas l'ignorer, me semble, oui. Et ben d'ailleurs, on suit les 3 générations dans le rêve du pêcheur de la famille Mekobe. Et donc, vous montrez que l'histoire, elle tend à se répéter, puisque tout est en miroir. Et on hérite du bonheur, mais aussi des malheurs des siens. C'est ce que vous montrez. Et peut-être, pourquoi pas, même d'une forme de protection. Si on considère qu'on hérite du bonheur et du malheur des siens, on peut aussi se dire qu'on hérite des vivants et des morts, et qu'on on hérite des géographies, des lieux, des trajectoires. On peut aussi se dire, ce n'est pas juste, ça va tellement, c'est beaucoup plus vaste, finalement, une vie, ce dont on hérite. Et est-ce qu'on accepte l'héritage en entier? La question peut se poser. Et dans la mesure où il n'est pas toujours conscient, est-ce qu'on a le choix de l'accepter ou pas? Tout ça, oui, tout ça constitue la façon dont on habite le monde. Et c'était important de raconter à miroir l'histoire de Zacharias le pêcheur et l'histoire de Zach le petit-fils. Alors qu'ils ne se connaissent pas. Quand Zach vient au monde, son grand-père est déjà... n'est plus, il est déjà mort. Et pourtant... leurs histoires se répondent. Et on peut aussi imaginer, on le sait aujourd'hui, y compris par la science, qu'il y a un héritage traumatique. On peut aussi imaginer qu'il y a un héritage de joie, un héritage de survie, un héritage, voilà. Et pas que du traumatisme. Et pas que du traumatisme. Quelles que soient les difficultés que traverse Zach, en tout cas dans ce roman, il trouve toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un dans les moments terribles de sa vie pour lui tendre la main. Et vous dites que leurs histoires se répondent, c'est vrai, parce que Zacharias, il meurt en mer, en partant avec son bateau. C'est ça. Et Zach, le petit-fils, c'est Julienne, sa compagne, qui va lui dire est-ce que tu sais que la nuit, tu fais de l'apnée du sommeil. Et dans chacun de ses cauchemars, il se noie. Et voilà, ce rapport à la noyade de son grand-père, mais aussi du père de son grand-père, qui est aussi mort en mer. Donc il y a, voilà.
Du passé, faisons table rase, ce sont les paroles d'un chant révolutionnaire, Oui. mais c'est une illusion, et une illusion dangereuse qu'on a souvent à l'adolescence. Et donc vous écrivez, quand on veut se soustraire à ses souvenirs, rompre les amarres et que l'on croit que la vie est une page blanche. Mais vous montrez aussi dans votre livre que le rêve fait partie de la vie. Et est-ce Oui. qu'on peut être romancière sans rêver, Non, Emily Boom? impossible. Non, 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 je pense que, enfin, oui, le rêve fait partie de la vie et ce que je décris dans ce roman, c'est tous des rêveurs, que ce soit, euh, de Zacharias à son petit-fils, en passant par tout le monde. En fait, ces gens, ils, c'est des personnes délicieuses. Elles s'aiment, elles s'attendent, elles sont dans un lien qui transcende le temps et elles rêvent. Elles se projettent, elles sont, oui, elles construisent le monde. Et je le dis toujours, la vie n'est pas simple pour les rêveurs. Parce que oui, parce qu'ils mettent en difficulté à la fois la société dont ils viennent, parce que leur rêve vient bouleverser les acquis. L'ordre établi, Voilà, et ils les mettent conventions. les conventions. Et ils mettent aussi en difficulté la société qui se construit, parce que, au fond, euh, personne ne les attend. Et le rêve est quand même quelque chose d'intime et personnel. Il y a quelque chose là aussi qui se détache de la communauté et qui revient tout d'un coup à ce que l'individu est pour lui-même. Et aujourd'hui, nos sociétés, elles sont hantées par les questions d'immigration, comme si les migrants étaient des profiteurs. Et vous dites dans Le rêve du pêcheur que l'exil est un bannissement, une humiliation, il a quelque chose de profondément inhumain. La migration, c'est pas un choix, c'est une contrainte. Euh, je sais qu'il faut dire oui, Mm. que évidemment les gens qui viennent n'ont pas le choix. D'abord parce que s'installe un double discours. Ceux qui veulent, qui ne viennent pas, ceux qui veulent les chasser en sont culpabilisés, s'ils ont moyen, s'il y a quoi que ce soit qui puisse les culpabiliser. Et ceux qui les reçoivent se disent qu'ils font une très belle action, donc ils sauvent. Mais on doit aussi entendre que c'est un choix. On doit aussi entendre que cet espace que nous partageons, eh bien, il nous appartient à tous. Et que si les frontières étaient ouvertes, si les gens pouvaient voyager comme voyagent les vivres et les biens, Mhm. alors on irait d'un lieu à l'autre. On ne resterait pas. On pourrait rester là ou pas et partir ailleurs et avoir cette liberté de circuler dans le monde qui nous appartient tous. Or, dans ce monde-là, dans cet espace-là, il y a des gens qui peuvent partir où ils veulent. Ils prennent leur sac à dos, ils partent. Ils ne sont pas empêchés. Mhm. Et il y en a d'autres, toute une partie du monde qui est totalement empêchée et qui doit sans arrêt justifier Mm. de leur désir d'appartenir et de leur rêve, et qui doit sans arrêt assurer qu'ils ne sont pas suspects. On n'a pas besoin d'être dans le besoin absolu ou d'être à l'article de la mort ou d'être chassé pour rêver. Cette terre nous appartient à tous. Et toujours Zach, le petit-fils, qui a quitté le Cameroun, lui, pour faire des études de psychologie à la faculté de Nanterre. Ouais. Il découvre le racisme. Et il l'a même, lui, intériorisé, parce qu'il dit « Je ne voulais pas passer pour un de ces Africains revendicateurs, incapables de s'adapter. » Et quand il entendait à la radio un fait divers dramatique, il se dit « Zach, pourvu que ce soit pas un noir. » Au contraire de son amie antillaise, Oui. qui est Maëlle, qui dit, elle, le blanc, issu d'une famille bourgeoise, ne sera jamais suspect, écrivez-vous. Lui, il sera toujours présumé innocent. C'est ça. Quelle est votre conception à vous de la lutte contre le racisme ? En ce moment, la question plus que jamais se pose de la lutte contre le racisme parce que nous sommes dans une époque absolument décomplexée et violente et meurtrière. On parlait de ICE, mais les faits divers n'arrêtent pas. En fait, y compris ici, les faits divers n'arrêtent pas de personnes tuées, des jeunes contrôlés. Mes filles se font très régulièrement contrôler par la police dans une démarche d'humiliation et dans une démarche d'humiliation publique. L'idée étant aussi de ramener en eux, c'est un souvenir que nous avons tous, de ramener en eux l'idée que l'autorité peut t'humilier. L'autorité peut qui que tu sois,
quel que soit, rien ne te protège, la classe sociale ne protège pas, l'intelligence ne protège pas, la politesse ne protège pas contre cette violence-là. Alors, il ne faut pas l'oublier. Il faut rester vigilante. On peut ne rien dire. Zach s'imagine que, en ne parlant pas, en faisant comme si en faisant semblant de ne pas le voir, alors le racisme n'existe pas. Et ce n'est pas vrai. Le racisme existe en lui-même. Il existe dans l'attitude du raciste. Et il existe aussi dans la structure de la société qui va poser ou imposer une image de l'autre avant même qu'il n'arrive. Le racisme existe dans le préjugé déjà. Et on ne peut pas ne pas le combattre, on ne peut pas ne rien en dire, parce que c'est dangereux. Mais c'est une lutte pour l'égalité, le droit à la différence et aussi le droit à l'indifférence? C'est une lutte, je dirais, c'est une lutte d'abord pour le droit à l'indifférence. C'est une lutte pour l'égalité, mais c'est aussi une lutte pour le changement radical des sociétés dans lesquelles nous vivons. Et je ne parle pas, moi je vais ici, et on parle donc la difficulté et le danger absolu ici, c'est cette idée d'un suprémacisme blanc et de l'idée que toutes les autres, la race n'existe pas, mais le racisme existe bel et bien. Donc c'est l'idée que tous les autres peuvent être combattus, viennent pour se servir, viennent pour se faire enfin, tu vois, ce danger, cette suspicion qui rend tout compliqué en fait, qui rend tout compliqué et tout impossible, parce que de la façon dont le monde vient en Occident, c'est exactement aussi cette façon que à l'Occident d'occuper le monde. Personne ne reste enfermé dans son univers, dans sa bulle. C'est pas comme si on avait vu de la lumière et qu'on était entré. On travaille ici, on paye nos impôts. Ça va bien au-delà de l'égalité. C'est exactement comme la question du féminisme qui va bien au-delà de est-ce que, oui ou non, on a les mêmes salaires. Même si ça reste important. Absolument. La question de l'identité taraude nos sociétés, et notamment la France, avec une montée des sectarismes religieux, des communautarismes et des nationalismes xénophobes, avec à la clé une montée de la violence, vous l'avez très bien dit. Quel est votre vécu et votre vision à vous de l'identité, Emile Boom? On me dit souvent que dans mes livres, il est question d'identité. En tout cas, elle est plurielle. Oui, clair. Enfin, mon identité à moi, elle est forcément plurielle. Oui. Je viens d'une, comment dire, ma plus simple expression, c'est que je suis une femme noire. Voilà, c'est ce qu'on voit quand on me voit. Et on peut tout à fait s'arrêter là. Ça me va, même si c'était dans ma plus simple expression, cela mériterait d'être respecté, d'être écouté, d'être entendu, et que la place et d'avoir une place, même si c'était que ça. Mais ce n'est pas que ça. Non. Je viens de tellement d'endroits et je suis habitée de tellement de choses et de lieux et de voyages et de rêves et je suis française, camerounaise, maman, enseignante. C'est ça. Et voyageuse, et féministe, et curieuse, et gourmande. Et oui, voilà. Et voilà, je ne suis pas du tout... Je ne suis pas quelqu'un de neutre. Tout ça, toutes ces identités... si elles ne se mélangent pas, en tout cas, elles dialoguent entre elles. Oui, elles dialoguent entre elles et elles dialoguent entre elles de façon assez fluide. J'avais une conversation avec une amie dernièrement sur toutes sortes de choses. Elle me dit, oui, ben, écoute, essaie d'être ta propre amie. On dit beaucoup ça maintenant. Et je lui disais, et moi je lui répondais, mon ami en moi existe, mais là pour l'instant, en fait, j'ai besoin de la pompière et de la guerrière. En fait, je vais convoquer d'autres choses en moi, mais je reviendrai sur l'amie. Elle est là, je sais qu'elle est là, mais dans cette étape de ma vie, j'ai besoin de convoquer autre chose. Et c'est très bien de pouvoir convoquer aussi d'autres soi-même et d'être tellement pluriel qu'on peut, oui, une armée ou une école ou un village, ça soit tout seul. Et est-ce que l'écriture joue un rôle? Est-ce qu'elle guérit aussi d'une part du réel pour vous? Totalement. L'écriture, pour moi, c'est ce qui fait que tout le reste tient. L'écriture, c'est ce qui fait dans mon existence à moi
que tout le reste tienne. Quand j'ai publié mon premier livre, Le Clan clan des des femmes. femmes, il y a 15 ans maintenant, et que j'ai tenu ce livre dans mes bras, dans mes mains, comme ça, la 4e de couverture, j'ai enfin compris là, à ce moment-là, ce que je voulais faire dans la vie. C'était d'une grande évidence. Je voulais écrire des livres. Alors Ça a pour été le moi, point de départ. oui, ça a été le point de départ. Et j'avais à l'idée que ça viendrait changer des choses, beaucoup de choses. Je n'avais pas idée à quel point. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça a changé pour Tellement de choses, que ce soit dans ma vie, dans mes voyages, dans ce qui m'intéresse, dans ce que je veux étudier, dans ma capacité à aller au fond des choses, parce que tout nourrit le roman, dans ma curiosité aussi, dans mes engagements. Tellement de choses sont venues. Voilà, tout d'un coup, en écrivant, je me suis retrouvée à embrasser le monde et à m'y engager de façon beaucoup plus intense et peut-être de façon plus à nu. Et vous avez dit au début que vous avez toujours écrit. Est-ce que cette reconnaissance tardive, finalement, comme écrivaine, est-ce que ça change aussi quelque Mais chose? j'écrivais, mais je ne savais pas du tout que je serais écrivaine. Je veux dire, si à 20 ans, on m'avait dit que je serais une écrivaine, je crois que j'aurais ri. Ça ne faisait pas du tout partie de mes plans d'avenir, parce que je n'avais pas d'écrivain ou d'écrivaine autour de moi. Je ne savais pas du tout comment on partait de mes petits cahiers, de mes notes, à un livre. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était une ambition Oui. professionnelle. Oui. Écrire comme je le faisais me suffisait. Le fait d'avoir écrit ce roman, ça a changé la perspective. Je me suis dit, alors ça peut être un métier. Eh bien, on va faire ça en pro. On va y aller vraiment. Et le fait de savoir que vous pouvez en vivre, ça change aussi le rapport à l'écriture? Totalement. Totalement. C'est mon métier. J'ai la chance de faire que ma passion soit devenue mon métier. Et donc, ça change l'écriture. Je n'attends pas d'être inspirée pour écrire. Maintenant, je suis très poreuse, j'ai des idées qui me portent en roman, mais je sais maintenant aussi que le geste d'écrire précède l'inspiration, qu'il y a quelque chose qui se met en place dans le geste même d'écrire et dans l'énergie et que je fournis à cette activité-là. Et là, il y a déjà un 6e roman Oui. en pensée ou en cours? Je l'espère pour l'automne. Vous organisez également des ateliers et des conférences avec un groupe de 40 féministes africaines depuis plus de 3 ans. Vous les formez sur l'articulation de leur engagement dans le domaine de l'écriture. Où en est ce projet? On a publié l'année dernière, suite à plusieurs ateliers d'écriture, voilà, un recueil de textes qu'on a appelé Dictionnaire libre et créatif du féminisme africain. Et il est tout à fait disponible dans le numérique, il est un accès libre. Et aujourd'hui, elles le portent, ces femmes avec lesquelles j'ai travaillé, que j'adore, elles le portent partout dans leurs différents pays. Et ce que ce travail, cette rencontre avait de particulier, c'est qu'elle a été organisée en non-mixité radicale. C'est-à-dire que nous n'étions que des femmes, noires, et l'idée c'était de réfléchir entre nous à comment, francophones, à comment on articule le langage du féminisme, et je trouve que cette façon de s'organiser, elle est très libératrice, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on n'a plus besoin d'expliquer. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas besoin de mettre en mots, on n'a pas besoin de soigner autrement, on n'a pas besoin de prendre des gants. Et puis tout d'un coup, les langues se délient, le lien se crée et l'émotion est présente et la créativité est débridée aussi. Ce qu'on a envie de dire, la façon dont on l'exprime se débride et de très très belles choses s'échangent. Et les hommes vont pouvoir en profiter. Ah oui, c'est totalement disponible. Ah bien sûr, les hommes peuvent en profiter. Maintenant qu'on l'a fait et qu'on a créé et que ça existe et que c'est nous. Bien sûr, l'idée c'est de partager, l'idée c'est de nourrir la communauté. Mais ce temps de réflexion sur soi-même, entre soi, ça me semble aussi extrêmement important.
Merci infiniment, Emily Boom, d'être venue nous voir. Merci à vous. Merci. Et merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. Et on vous dit à très vite sur France 24. Merci à vous tous.